Bon, bonjour à tous, bienvenue à cette matinée d'échange organisée par la Mutualité Française Bretagne. C'est une des premières réunions qu'on réorganise en présentiel, donc on est particulièrement content de vous recevoir. On était un peu impatients de voir si les gens allaient oser revenir en présentiel, mais bon, on voit que vous êtes plusieurs à avoir répondu présent, donc merci beaucoup d'être là ce matin. Alors, c'est une matinée qu'on vous propose en deux temps. Dans un premier temps, on va vous présenter l'observatoire que la Mutualité Française a réalisé sur le sujet de la santé mentale. C'est un observatoire qui est sorti aux alentours du mois de juin, je crois. Et derrière, il y a eu également une série de propositions faites par la Mutualité Française sur ce sujet. Donc là, on a un binôme de représentants de la Mutualité Française qui vont nous présenter ces deux sujets-là. Donc Delphine Ernu, qui est venue spécialement pour nous ce matin, que je laisserai se présenter après. Et nous avons à distance aussi Fabienne Vincent, qui est en haut à droite. Et Fabienne nous voit aussi, je crois. Hein. Je ne vous vois pas, mais je vous entends. Bon. Donc, merci aussi à Fabienne d'être là ce matin. Et puis ensuite, c'est Perrine Le Bouffant, chargée de prévention à la Mutualité Française, qui va vous présenter ce que fait la Mutualité Française Bretagne en matière de santé mentale depuis plusieurs années, puisque c'est une thématique qu'on connaît bien, sur laquelle on a fait beaucoup de choses. Donc elle va essayer de vous présenter, vous donner un aperçu de tout ce qu'on a fait depuis une vingtaine d'années. Et pour terminer, deux mots sur les aspects plutôt pratiques. Alors on n'est pas très nombreux, donc c'est plutôt propice à pouvoir prendre la parole, échanger, donc n'hésitez pas à réagir. C'était vraiment un de nos objectifs ce matin, c'était de confronter cet observatoire et ces propositions à la réalité du terrain, donc c'est sur vous aussi que ça repose. Et donc c'était Marie-Eux qui a fait le petit mot d'accueil, parce qu'elle n'a pas dû se présenter. Donc Marie est la directrice de la Mutualité Française de Bretagne. Voilà. Alors, j'ai pas le temps d'imprimer mon petit document, ni de ma petite intro, ni de la mémoriser, mais je ne suis pas très bonne en mémoire, donc j'essaie de pas trop lire, mais quand même, je vais être obligée de le faire. Alors, à mon tour, je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, pour introduire le sujet là, qui nous réunit ce matin, alors, je vais m'appuyer de manière très très libre, hein, donc n'allez pas essayer de faire des comparaisons, sur deux ouvrages que j'ai étudiés lorsque j'étais jeune. Donc, autant dire que mon moral en prend un coup. Je ne suis pas sûre que cette incursion dans le passé universitaire soit très très bonne pour ma santé mentale, mais j'ose revenir un petit peu en arrière. Le premier ouvrage s'intitule « Que dites-vous après avoir dit bonjour ?» Voilà, c'est un cours qu'on avait travaillé en communication sociale. Et donc évidemment, c'est moins ce qu'il y a à l'intérieur du bouquin que le titre qui m'intéressait pour ce matin. Donc j'ai envie de vous renvoyer la question, qu'est-ce qu'on dit après avoir dit bonjour ? Est-ce que ça va ? Voilà, bonjour, ça va. Voilà. Et donc en général, comme on est plutôt poli, discret, on va répondre de manière brève et polie, bien merci. En règle générale, c'est comme ça que ça se passe. Et donc j'avais envie de m'arrêter un tout petit peu un instant justement sur cette formule, parce que je vais prendre un exemple au hasard, quelqu'un dans la salle, voilà. Je me dis, qu'est-ce qui se serait passé ce matin si à ma question « Comment ça va ?» Mireille Massot, voilà, quelqu'un au hasard, avec qui j'ai le plaisir de travailler au Césaire sur la promotion de la santé mentale des jeunes. Donc, on démarre une nouvelle étude sur ce sujet-là. Donc, qu'est-ce qui serait passé si Mireille m'avait répondu « Je ne vais pas bien, mon moral est au plus bas. » Aïe. Je me serais dit, c'est pas le moment qu'elle me parle de ça, je voudrais accueillir correctement mes invités. Donc, est-ce que je n'aurais pas été tentée de fuir, voilà, en disant « Ah mince, mais excuse-moi, j'ai d'autres invités à saluer. » Voilà, pas top comme comportement, mais bon. Peut-être que j'aurais eu envie de me protéger. Ah oui, chacun ses soucis. Peut-être que j'aurais été tentée d'éluder ou de minimiser le sujet. C'est souvent d'ailleurs ce qu'on fait, hein, vous connaissez la formule « Ah, ça ira mieux demain. » Voilà, une façon de couper court. Bref, tout cela pour vous dire que nous gagnerions sûrement à améliorer notre relation à l'autre en reconnaissant les faits, voire en les repérant et en adoptant un comportement adapté. Donc en termes de repérage des signes de souffrance,
Sans doute que ça aurait été mieux que je dise « J'ai l'impression que tu ne vas pas bien, je m'inquiète pour toi, je m'inquiète pour vous ». Je descends un petit peu. Sur la reconnaissance également des faits. Attends, sur la reconnaissance des faits, plutôt que de dire « Oh là là, j'aurais fait de dire Mireille, tu me dis que tu ne vas pas bien, j'entends ce que tu me dis ». Sans doute qu'il y a des formules aussi à utiliser, des postures à privilégier pour accompagner une personne qui ne va pas bien. Tu me dis que tu ne vas pas bien, est-ce que tu souhaites m'en parler? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? As-tu besoin d'une aide? Voilà, sans doute que si on acceptait que les personnes n'aillent pas forcément bien, on est aussi dans une société où c'est quand même mieux si tout va bien, hein, si on est fort, si on réussit. Donc on se situerait davantage dans une posture de prévention et on éviterait l'aggravation des troubles. Sans doute serions-nous moins dans le tabou et moins dans le jugement. Une proposition de la Mutualité française dans sa contribution sur la santé mentale porte d'ailleurs sur la déstigmatisation des troubles mentaux et sur un repérage précoce des troubles. Alors, dans les réseaux prévention du suicide de la Mutualité française Bretagne, que la Mutualité française Bretagne coordonne depuis de nombreuses années, oui, Marie a parlé d'une vingtaine d'années, oui, c'est vrai, un travail de sensibilisation des acteurs de terrain est fait, donc un petit peu dans le sens de ce que je viens de vous dire. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est même tout l'enjeu de ce travail en réseau, c'est de permettre à tout un chacun de repérer le plus tôt possible les signes de mal-être et orienter les personnes en souffrance. Donc l'orientation, du coup, se fait plutôt vers les professionnels de santé ou les spécialistes de l'écoute. Les psychologues, je le rappelle, jouent un rôle important dans cette prise en charge précoce. Et j'avais juste envie de faire un petit aparté en disant que je salue au passage les mutuelles qui ont un petit peu anticipé la décision de l'État quant à la prise en charge des consultations de psychologie, donc pour faciliter l'accès aux soins, même s'il reste encore beaucoup à faire sur cette question de la prise en charge en termes d'accès et en termes de finances. Mais ça, je pense que nos deux intervenantes ce matin nous en parleront. Donc, dans les réseaux et les collectifs que nous animons, les membres visent alors à devenir des sentinelles, des veilleurs. Il y a différents noms, mais j'aime bien cette idée de veiller. Durant les confinements, on peut aussi dire qu'il y a des initiatives qui ont été menées pour tenter de repérer les personnes qui seraient en souffrance chez elles. Donc, il y a eu des collectivités locales, il y a eu des associations d'entraide, il y a eu des mutuelles qui ont effectué des centaines d'appels, de courtoisie, on appelle ça comme ça, auprès de personnes isolées, pour leur demander comment elles allaient. Et donc, que ce soit voilà, ce genre d'initiative ou le travail en réseau, je pense que ces démarches méritent d'être saluées. Elles sont généreuses, elles sont solidaires, elles sont fraternelles, et on peut dire que ce sont des actes citoyens. Et donc, ça m'amène un petit peu à évoquer un deuxième ouvrage, toujours lu pendant mes lointaines études universitaires. Il s'agit de La dimension cachée d'Edward T. Hall, pour ceux qui connaissent. Alors on dit que c'est un peu vieilli aujourd'hui, mais bon. C'est un anthropologue qui abordait la question de l'espace que l'homme maintient entre lui et les autres. Et donc sa théorie de dire que la juste distance entre les uns et les autres n'est pas appréciée de la même manière selon les populations et selon les cultures. Voilà. Et donc forcément, j'avais envie d'interroger cette notion de distance au regard de ce qu'elle peut produire en termes de mal-être. Il a quand même été beaucoup question de distance durant la gestion de la crise liée au Covid-19, distance physique, mais également distance sociale lorsque les confinements se sont imposés. Alors, je rappellerai que l'homme doit être en relation avec d'autres pour bien vivre, pour bien se porter. Alors, pendant ces confinements, des philosophes, des psychiatres ont alerté les décideurs quant à l'émergence d'une autre crise sanitaire. Donc, à l'époque, on était rendu à 2 vagues et on parlait donc d'une 3e vague qui était plus liée à la détresse psychique d'une partie de la population française. Et une petite formule du philosophe Damien Leguet que je trouvais assez juste quand il a un peu analysé les choix qui étaient faits durant la crise. Il a eu cette formule-là: on a privilégié le vivant à l'humain.
Voilà. Donc au final, ce sont les femmes, les jeunes, vous n'apprendrez rien, et les personnes âgées qui sont les populations qui ont le plus vu leur santé psychique se dégrader. Peut-être que vous aurez des commentaires à faire tout à l'heure. On pourrait parler aussi des personnes les plus en situation de précarité, les personnes à la rue. Donc au final, on peut dire que la santé mentale, c'est un fait social total. Je vais reprendre un terme d'un sociologue. Elle interroge à la fois nos comportements individuels, mais également nos comportements collectifs, nos choix collectifs, nos politiques. Elle pose finalement la question du bien vieillir ensemble. Or, notre société, elle est fracturée aujourd'hui. Les inégalités sociales, territoriales ne cessent de se creuser. Alors, les Français tendent à se replier sur eux-mêmes et à former des communautés à part. Le psychiatre Serge Effez parle de délabrement psychologique et psychiatrique dans la population. Et selon lui, il y a l'idée que nous ne sommes plus portés par une société et des valeurs communes et le fait que nous partageons un sort commun avec les autres. J'aime assez cette idée qu'il relie ça à l'état de la société. Donc notre société a besoin de refabriquer du commun, de retisser des liens. La Mutualité française, au travers de son congrès qui aura lieu en septembre prochain à Marseille, propose d'entreprendre utilement en offrant un cadre permettant d'aider, d'être aidé, de s'entraider. Un cadre dans lequel chacun peut être acteur de son destin et acteur du destin des autres. Une façon d'être qui avive le sentiment, l'esprit, l'élan de fraternité pour se rendre attentif aux besoins de l'autre, qu'il soit proche, qu'il soit familier ou plus éloigné. Alors là, je cite les propos de notre ancien président de la Mutualité française, Thierry Baudet. Et pour conclure, je dirais qu'actuellement, 70 citoyens tirés au sort, citoyennes, planchent en ce moment pour formuler des propositions sur l'aide, l'entraide et les solidarités. Et les travaux de cette conférence citoyenne qui est initiée par la Mutualité française seront portés devant les candidats à la présidentielle le 1er mars prochain, puisque nous ferons un temps avec les candidats pour les interpeller sur toutes les questions de santé, de protection sociale, de place dans la cité. Et bien, pour finir, je dirais, gageons que les candidats, puis le futur président ou la future présidente, sauront prendre appui sur ces propositions pour donner un nouvel élan à ces liens sociaux de soutien et de secours. Et là, je reprends les mots de notre nouveau président, comme ça il n'y aura pas de jaloux, la mutualité Éric Chenu. Merci à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, on va démarrer notre matinée de travail et d'échange. Merci. Alors on va partager le micro par exemple. Oui, je vais, sinon je me mets debout, moi il n'y a pas de problème. Je suis restée assise dans le train, donc je peux être debout. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Delphine Ernu, je suis directrice adjointe de la direction santé de la FNMF. Et donc je vais vous présenter avec Fabienne qui elle est à Paris, est restée à Paris, Fabienne Vincent donc, qui est responsable formation et partenariat à la direction de l'offre de soins et des parcours et de l'autonomie à la Fédération de la Mutualité française aussi. Donc on va faire une intervention à deux voix pour vous présenter donc l'observatoire Place de la santé de la Mutualité française qui cette année donc était consacré à la santé mentale. C'est la 5e édition de ce document. Et puis les propositions qu'on a formulées dans le cadre des assises qui ont été organisées au mois de septembre sur la psychiatrie et la santé mentale. Alors, on va vous proposer une intervention en plusieurs temps. Le premier, on va vous faire une petite introduction pour présenter brièvement l'investissement de la mutualité sur le champ de la santé mentale, puisque la mutualité a plusieurs métiers et donc intervient de plusieurs façons sur ce champ-là. Après, je présenterai l'observatoire en tant que tel, qui contient deux parties. Une partie des réalités et une partie des perceptions qui sont les résultats d'un sondage. Et puis Fabienne vous présentera la contribution et les propositions qui composent cette contribution. Et puis ensuite, on reviendra, si vous le souhaitez, on vous propose
de faire un point d'actualité sur le sujet, notamment sur le remboursement des séances de psychologues qui sont prévues dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour vous présenter la mesure et puis faire aussi un point sur l'évaluation qu'on a faite sur la prise en charge des séances de psychologues par les mutuelles en 2021. Voilà, et n'hésitez surtout pas à lever la main pour m'interpeller, nous questionner, réagir. On est là aussi pour un échange tout au long de cette présentation. Alors, l'investissement de la mutualité, il se fait notamment au travers des unions régionales, et comme l'a commencé à le dire Marie et Fabienne, au travers de la prévention. C'est un axe important, et notamment en Bretagne, la thématique de la santé mentale. Donc ça fait plusieurs années qu'on est investi sur ce sujet-là, que ce soit la prévention du suicide ou les risques psychosociaux. Et aussi, et je vais peut-être laisser Fabienne en dire quelques mots, on a des établissements et des centres mutualistes qui sont précurseurs dans cette prise en charge, que ce soit sur le volet sanitaire, médico-social, mais aussi dans le cadre de l'accompagnement et du logement. Fabienne, est-ce que tu veux, et comme ça on vérifie que tu nous entends bien et que ton micro fonctionne bien. Bonjour à tous, en tout cas ravi d'être avec vous. Oui, c'est vrai que ces établissements et ces centres, on les a pas forcément, on n'a pas une vision santé mentale. On a en sanitaire, en médico-social, mais on n'avait pas une vision un peu globale, finalement, à travers ce prisme. Et on a fait un recensement, et on peut dire aujourd'hui qu'on a 14 établissements qui sont dans le champ sanitaire, hein, donc c'est essentiellement de l'hôpital de jour, de la consultation, l'hospitalisation complète, des ateliers thérapeutiques. On gère 2 secteurs pour le public, donc des CMP, des activités de secteur. Alors évidemment, l'acteur majeur historique sur mutualiste sur le champ de la santé mentale, c'est la MGEN, mais aujourd'hui on a aussi des unions territoriales qui sont investies. Donc voilà, l'offre en sanitaire. On a une maison des adolescents que nous gérons à Lyon. Nous parrainons une dizaine de GEM, de groupes d'entraide mutuelle. On a aussi des dispositifs d'accompagnement spécifiques pour les enfants avec handicap psychique. On a 5 résidences accueil et puis 2 centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Et puis bien sûr des consultations de psychiatrie dans certains centres de santé médicale. Voilà. C'était pour avoir un panorama, parce que c'est vrai qu'on l'a pas forcément, on l'a à travers les secteurs, mais pas d'une manière globale à travers finalement le champ large de la santé mentale. Et donc, voilà l'offre. Merci Fabienne. Et donc cet investissement conjugué à l'accentuation de la problématique avec la crise Covid, notamment par l'augmentation de la prévalence des troubles qu'a évoqué Fabienne, avec la 3e vague qu'on a commencé à évoquer dès la fin de l'année 2020, et puis la décision donc, des complémentaires santé de prendre en charge 4 séances de psychologues en 2021 pour l'ensemble des complémentaires santé, nous a conduit non seulement à faire l'observatoire, à dédier la thématique de l'observatoire Place de la santé de la mutualité française à ce sujet, mais aussi à apporter notre contribution pour faire des propositions pour améliorer cette prise en charge, parce que donc, comme je vais vous l'indiquer, l'observatoire en fait le constat qu'il y a des carences, qu'il y a des dysfonctionnements, qu'il y a des améliorations à apporter, et donc il nous paraissait nécessaire d'aller au-delà de ce constat et de formuler des propositions. Alors, l'observatoire de la santé mentale, voilà la page de couverture, il contient plusieurs points clés. Il y en a 3 qui constituent en fait la partie des réalités, qui consiste à faire le constat que la prévention est insuffisante aujourd'hui en France sur ce sujet-là, qu'il y a des inégalités d'accès aux soins qui sont persistantes sur le sujet de la santé mentale, et puis que la consommation de soins engendre des restes à charge qui sont importants et qui freinent l'accès aux soins et la prise en charge des patients atteints de troubles psychiques ou mentaux.
La deuxième partie de l'Observatoire, c'est donc un sondage auprès de Français qui a été mené par Harris Interactive. C'est chaque année, on fait chaque année l'exercice. On confronte les réalités des chiffres officiels avec la perception des Français sur les thématiques. Et donc là, sur le sujet de la santé mentale, il s'avère que la santé mentale est donc un sujet qui touche une majorité de Français, que le médecin généraliste est la figure clé du parcours de soins pour traiter les patients atteints de troubles mentaux ou les aidants de ces patients, et puis qu'il y a des attentes fortes des Français dans le domaine de la santé mentale, et donc qu'il faut y répondre, et les pouvoirs publics s'en saisissent. Ils se sont saisis avec l'organisation des assises, et là aujourd'hui des mesures sont prises dans le cadre notamment du PLFSS et de financement dédiés à ce sujet-là. Alors, sur la partie des réalités en matière de prévention, je ne vous ai pas mis tous les indicateurs parce qu'il en contient beaucoup et j'y passerai. Oui. Juste une petite demande. Allez-y. C'est vrai que vous utilisez des abréviations, ça serait intéressant quand vous dites PLFS, ça voudrait dire quoi fonctionnement? Alors, au PLFSS, donc projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est vrai, excusez-moi. Donc on a fait une petite sélection des indicateurs qui mettent en évidence l'état de santé et l'aggravation de l'état de santé en France sur le sujet de la santé mentale. Et donc on met en évidence dans cet observatoire qu'il y a un doublement de la prévalence des troubles mentaux du fait de l'épidémie qu'on a tous vécue, puisque avant l'épidémie, il y avait par exemple 10%, un peu moins de 10% de la population qui déclarait un état dépressif. En janvier 2021, Santé publique France montre qu'il y a plus de 22%, presque 23% de la population qui déclare un état dépressif. Pareil sur l'anxiété, une grosse progression, et les troubles du sommeil également. Cette prévalence, cette dégradation de l'état de santé touche en particulier les jeunes et les plus âgés, ce dont Fabien parlait tout à l'heure, puisqu'il y a 38% des 18-24 ans qui se déclarent concernés par un trouble anxieux, donc près de 40% des jeunes, et puis 32% des 60 ans et plus ont ressenti de l'isolement pendant le confinement, ce qui nuit à la bonne santé mentale des personnes. Le deuxième indicateur que je partage avec vous, c'est sur le suicide. En France, on a des taux qui figurent parmi les plus élevés d'Europe. Donc ça doit nous questionner, puisque selon Santé publique France, 40% des suicides seraient associés à la présence de troubles mentaux. Donc plus il y a une prévention et une prise en charge de ces troubles mentaux, plus on évite des suicides. Le nombre de séjours hospitaliers pour tentatives de suicide est particulièrement élevé chez les 12-18 ans. On a une moyenne de 16,1 pour 1000 habitants en moyenne en France, alors que pour la tranche d'âge des 18-64 ans, c'est 1,5 pour 1000 séjours hospitaliers pour tentatives de suicide. En Bretagne, je me permets de citer les chiffres bretons. Vous avez à la fin, il y a une slide avec tous les chiffres pour chacun des indicateurs de toutes les diapositives, mais j'en profite là. Le chiffre s'élève à 18,2 pour 100 000 habitants sur l'ensemble de la région, et plus de 22 dans les Côtes d'Armor, qui est donc un département qui figure en rouge. Il y a un croissant rouge, il y a une vraie distinction nord-sud en France sur les séjours hospitaliers pour tentative de suicide chez les jeunes, ce qui doit nous interpeller. Donc dans le document, il est disponible, cet observatoire, il y a des informations sur la consommation d'alcool, donc voilà, je ne vais pas tout vous présenter parce que ça aurait duré trop longtemps, mais si ça vous intéresse, ce document est tout à fait disponible, donc ils sont en accès, y compris. Oui, madame. Allez-y. Juste par rapport aux chiffres, effectivement, on voit bien qu'il y a une différence entre le nord et le sud. Est-ce que ça peut être en adéquation avec plus d'accès à d'autres endroits que l'hôpital pour les 12-18 ans? En termes de prise en charge? Oui. Alors, je vais vous montrer, du coup, là, je vais passer sur la partie inégalité d'accès, en fait, sur l'accès aux soins, donc sur les différents types de prise en charge, les psychiatres, les CMP, les psychologues.
Il y a une corrélation, mais pas si évidente que ça en fait. C'est assez différent selon les départements. Alors sur les psychiatres, on constate qu'il y a un nombre de psychiatres par habitant qui est le plus élevé d'Europe en France. Mais comme c'est souvent le cas, ils sont inégalement répartis sur le territoire. La densité moyenne de psychiatres est donc de 23 médecins pour 100 000 habitants. Donc on est au 4e rang des États de l'Union européenne. En Bretagne, la densité moyenne est de 15 psychiatres par habitant, pour 100 000 habitants, pardon. Ce qui donc est une moyenne en dessous de la moyenne nationale, avec là aussi des disparités départementales. Et donc, les psychiatres sont, ce qu'on met en évidence, c'est que les psychiatres sont concentrés dans les grands pôles urbains, et notamment à Paris, puisqu'à Paris, il y a 99 psychiatres pour 100 000 habitants. En termes de psychiatres, il y a la question de leur implantation, mais il y a aussi la question de l'âge, puisque plus il y a de psychiatres âgés qui donc partiront à la retraite, plus la question de l'accès aux soins à ces professionnels de santé se pose. Donc on a regardé les psychiatres âgés comment se répartissaient les psychiatres âgés de plus de 55 ans. Donc en France, il y a quand même un psychiatre sur 2 qui est aujourd'hui âgé de plus de 55 ans. Et dans la moitié des départements, cette part de psychiatres de plus de 55 ans se situe entre 53 et 82%. En Bretagne, il y a 43% des psychiatres qui sont âgés de plus de 55 ans. Donc finalement, vous êtes mieux lotis que la moyenne de la France si on parle en termes de moyenne, mais là aussi avec des disparités régionales, départementales, qui sont mises en évidence. La situation est beaucoup plus critique en termes de pédopsychiatres. On a 500, à peu près de 600 pédopsychiatres qui sont âgés en moyenne de 65 ans en France. Il y a 5 médecins, 5 pédopsychiatres pour 100 000 habitants de 0 à 14 ans. Et dans le Morbihan, il n'y en a aucun. Et il y en a un seul dans les Côtes-d'Armor. La moyenne bretonne est à 6 pour 100 000 habitants. Donc il y a deux autres départements qui tirent la moyenne vers le haut. Mais donc voilà, il y a 2 départements qui sont dépourvus ou presque. Pour peu qu'il ait plus de 65 ans, le seul pédopsychiatre de Côtes-d'Armor, la situation est dans ces 2 départements-là assez critique. J'espère que je vous démoralise pas trop. Ensuite, on a regardé, parce que l'accès en termes de nombre et d'implantation, c'était intéressant, et on a aussi regardé l'accès financier avec le sujet des dépassements d'honoraires. Les psychiatres sont des spécialistes qui peuvent potentiellement pratiquer des dépassements d'honoraires. En moyenne en France, il y a 62% de psychiatres qui ne pratiquent pas de dépassement d'honoraires. Et en Bretagne, ils sont 82% à ne pas pratiquer de dépassement d'honoraires. Donc il y a une offre en secteur 1 à tarif opposable qui est tout à fait satisfaisant en proportion de l'effectif toujours. Mais en tout cas, parmi ceux qui exercent, beaucoup exercent en secteur 1. Donc le sujet de l'accès aux soins est beaucoup moins, l'accès financier aux soins est beaucoup moins prégnant qu'à Paris ou dans les Sommes, dans les Yvelines ou dans les Hauts-de-Seine, où là, majoritairement, ils exercent en secteur 2. Et on note quand même 2 départements qui sont le Cantal et la Meuse, qui à la fois ont une faible densité de psychiatres et en même temps une très forte pratique de dépassement d'honoraires. Donc dans ces 2 départements-là, l'accès aux psychiatres est quand même compliqué. Après, on a regardé les psychologues, qui sont donc des professions qui contribuent à la prise en charge des troubles mentaux. Et on constate en fait que leur répartition est assez similaire à celle des médecins généralistes, que la densité de psychologues s'élève donc à 110 psychologues pour 100 000 habitants. En Bretagne,
elle est de 100, cette densité, donc un peu en dessous de la moyenne, avec des distinctions, des disparités entre les départements, puisqu'il y en a 125 pour 100 000 habitants en Ille-et-Vilaine et seulement 83 pour 100 000 habitants dans le Morbihan. Donc, ce qui pose là aussi, qui fait un constat de cette disparité d'installation des psychologues. Ils sont donc beaucoup plus nombreux dans les départements où il y a plus de médecins généralistes, notamment à Paris, en Haute-Garonne et dans le Rhône, et par contre beaucoup moins en Guyane, Nord-Pas-de-Calais, Ardennes et la Creuse. Et ce qu'on constate quand on met les cartes les unes sur les autres, c'est que finalement les territoires faiblement dotés en psychologues le sont aussi en médecins généralistes et en psychiatres. Ce qui n'est pas forcément le cas des structures hospitalières. Il y a moins de corrélation entre les deux, mais pour ces professionnels de ville, il y a une vraie corrélation entre les trois professions en termes de densité. On a regardé aussi en termes de centres médico-psychologiques qui ont donc une autre voie d'accès pour la prise en charge des troubles mentaux. Et là, ce qu'on constate, c'est que des délais d'attente sont parfois très longs, compte tenu de leur faible nombre. Donc, il y a des départements, dans lesquels il y a une seule structure pour 100 000 habitants, et des départements où il y a 14 structures pour 100 000 habitants. C'est le cas en Lozère. En Bretagne, vous êtes à 5 CMP pour 100 000 habitants. Et puis, en termes de délai d'attente, là c'est la moyenne, et je ne suis pas sûre d'avoir la donnée pour les régions, mais peut-être... 6 mois. C'est de 67 jours en moyenne pour obtenir un premier rendez-vous. 6 mois. 6 mois. 6 mois 6 mois. Pour le premier rendez-vous? Oui, 6 mois. Non, 6 mois. Ça a l'air d'être sûr. 6 mois. 6 mois. Voilà, du coup c'est plus que la moyenne en France, donc 21 jours en psychiatrie générale et 116 jours pour la psychiatrie infanto-juvénile, donc c'est tout à fait lié au manque de pédopsychiatres de ville, puisque du coup la prise en charge se reporte sur les CMP. On a aussi regardé... On a aussi regardé les taux d'équipement en établissement psychiatrique en termes de lits et de places d'hospitalisation, que ce soit à temps complet ou à temps partiel. Et on constate qu'en moyenne, il y a 137 lits et places d'hospitalisation pour 100 000 habitants. En Bretagne, il y en a 171, dont 200 et 201 dans le Finistère et le Morbihan. Donc c'est deux départements qui en sont... plutôt bien dotés, alors que les Côtes-d'Armor disposent de seulement 111 places et lits d'hospitalisation pour 100 000 habitants. Voilà, la dernière partie sur les réalités, ça porte sur la consommation de soins et les restes à charge. Il faut qu'on souligne ici que la santé mentale, c'est le premier poste de dépense de l'assurance maladie. En France aujourd'hui, loin devant les maladies cardiovasculaires, le diabète et les cancers, puisque ça représente 23,4 milliards d'euros en 2018, et je suppose que ça ne va pas s'arranger. Il y a plus de 7 millions de personnes qui souffrent d'une pathologie ou d'un traitement chronique en lien avec la santé mentale, ce qui situe ce sujet-là en deuxième rang des maladies, en termes de nombre de patients, après les maladies cardiovasculaires. Donc ça concerne beaucoup de personnes et ça coûte cher. En France, on a un sujet sur les consultations de psychologues qui semble être, en tout cas la littérature semble montrer que consulter un psychologue est un moyen de réduire la consommation de psychotropes. En France, on consomme beaucoup de psychotropes et ce serait lié plus ou moins au fait que l'accès aux soins aux psychologues était ou est compliqué, notamment en termes
charge. Et selon Santé publique France, 40 à 60% des personnes qui souffriraient de troubles psychologiques ne seraient pas prises en charge aujourd'hui, ce qui est très important. Et la moitié des Français indiquent que le tarif de la consultation des psychologues est finalement l'obstacle principal à leur consultation de ce type de professionnels. Or, ce qu'on a constaté, c'est que la psychothérapie optimise le recours en fait, aux professionnels de la santé mentale, ce qui permet aux psychiatres de se recentrer sur les troubles psychiatriques plus sévères. Et puis, ça permettrait de réduire des coûts directs et indirects. Il y a une étude qui a montré que 1 euro investi dans les psychothérapies évite une dépense future d'1,95 € pour les patients souffrant de troubles anxieux. Donc il y a un vrai intérêt à investir sur les psychothérapies. On a regardé aussi en termes de reste à charge comment ce reste à charge évoluait selon que les patients soient atteints de troubles psychiatriques, psychologiques. Et donc, avant intervention de l'assurance maladie obligatoire, les patients atteints de ce type de troubles ont un reste à charge annuel de 1 320 €, là où les gens qui ne sont pas atteints de ces troubles ont un reste à charge de 465 €. Donc, il y a une vraie différence en termes de dépenses de santé et de remboursement selon l'état de santé. Et après intervention des mutuelles, ce reste à charge, il passe de 1 300 € donc à un peu moins de 200 €. Donc, ce qui explique que c'est aussi un sujet important pour les mutuelles qui remboursent les soins de ces personnes. Alors là, ça c'est le tableau avec tous les indicateurs par département et régionaux. L'avant-dernière colonne, c'est les taux régionaux et la dernière colonne, c'est France entière. Donc là, c'est illisible, même pour moi qui suis devant, mais je suppose que vous aurez le diaporama à disposition, donc vous pourrez tout à fait les retrouver. Alors, je passe ensuite à la deuxième partie de cet observatoire et je vais aller vite sur... Je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. En fait, là, vous venez de présenter tout ce qui existait pour les patients souffrant de troubles santé mentale. Mais est-ce qu'il y a une étude qui a été faite en parallèle pour voir l'impact que ça pouvait avoir sur le cercle proche de ces patients? Dans l'enquête, on n'a pas d'études quantifiées. Est-ce qu'il peut être mis en place pour ces personnes-là également? Oui, c'est tout à fait un sujet. On a parlé d'aider les aidants, mais en fait là, on déroule la participation, mais il y a aussi l'impact. son premier cercle. Alors, on n'a pas d'études scientifiques, en tout cas à notre connaissance, mais on n'a pas trouvé ne serait-ce qu'une quantification de ces personnes qui... mais dans le questionnaire, la partie perception, on a interrogé les gens pour savoir s'ils sont eux-mêmes entourage de patients, de personnes souffrant de troubles et vers qui ils se tournent pour en parler, comment... donc là, on a quelques informations, mais c'est du déclaratif. On n'a pas du tout de données objectives et de constats sur ce sujet-là. On évalue la femme. Il y a des éléments, l'UNAFAM, oui, qui est une association que vous connaissez peut-être, a fait une enquête, alors qui n'est pas scientifique, puisque c'était sur la base du volontariat, mais qui donne quand même des points d'éclairage sur l'impact, effectivement, dans l'entourage d'une personne souffrant de troubles psychiques. Parce que je sais que nous avons, enfin, au moins pour le Finistère, dans le cadre de troubles de santé mentale, et s'il y a des violences, les aidants peuvent être suivis par ce qui est appelé le pôle justice, c'est Don Bosco en fait qui pilote, auprès du tribunal de grande instance du département, et ils mettent en place de différentes actions de soutien, dont des psychologues. Et là, c'est gratuit en fait. Oui, non, on n'a pas du tout recensé les structures qui accompagnent l'entourage ou que l'entourage peut solliciter en cas de crise notamment, mais on avait bien conscience de ce sujet-là et c'est vrai que c'est pour ça que dans nos propositions, on insiste sur le fait qu'il faut faire de la prévention, il faut déstigmatiser pour justement éviter
Il faut libérer de la place dans les CMP, dans les structures d'urgence pour éviter ces crises et du coup la gestion difficile avec violence de l'entourage. Mais par rapport à l'enquête dont parle Fabienne, je n'ai pas retenu le nom. En effet, cette enquête a été conduite à 2 reprises durant la crise Covid pour justement voir comment les familles qui, pour la plupart, avaient récupéré, excusez-moi l'expression, mais leurs proches, parce que les structures fermaient, et comment elles vivaient finalement la cohabitation nouvelle qu'elles subissaient finalement. Et donc il y a eu, c'est pas quantitatif, c'est surtout qualitatif, déclaratif, mais je trouve que c'est excessivement riche en données pour pouvoir percevoir l'impact de cette difficulté à retrouver une personne qui autrement a par exemple des soins d'accompagnement à la vie sociale, de SAVS, ou qui n'en a plus, qui est par exemple en ESAT mais qui ne peut plus y aller, des choses comme ça. Mais on n'a pas non plus de quelque chose de scientifique, c'est clair. Par contre, ce que je peux dire aussi, c'est que l'UNAFAM, entre autres, celle que je connais le mieux, 35, organise des groupes de parole pour pouvoir avoir un ressenti très, très précis du vécu et des difficultés des familles et qui justement trouvent dans ces groupes de parole des réponses pour être orientés vers les différentes structures qui permettent d'avoir un démarrage d'accompagnement plus spécialisé. L'UNAFAM, bien sûr, est partie prenante et a contribué au projet de santé mentale territoriale. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Alors, sur la perception, il y a 2 grands sujets juste, qui... Oui, voilà, pardon. juste une petite... Je rebondis en fait tout simplement sur la parole de Mireille. En fait, le sujet de la santé mentale, c'est un sujet qui renvoie en fait à plein de choses qui s'imbriquent. Parce que quand on parle d'un parcours de soins, ou un parcours coordonné de soins patients, au centre réel, on est vraiment l'envie, on a la volonté, mais dans la vraie vie, les choses sont beaucoup plus compliquées. Et c'est vrai que tout reste à inventer presque. Voilà, c'est tout simplement un petit témoignage par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ces questions-là. Et c'est vrai que la crise du Covid a montré quand même les limites de nos systèmes à ce stade. Vous pouvez juste, c'est vrai qu'on n'a pas fait un tour de table tout à l'heure, j'avais imaginé de le faire. Juste vous présenter quand vous prenez la parole. Oui. Je suis Fatima Bellamania-Leblanche, je suis coordinatrice de santé. J'ai mis en place avec mes camarades de Haïmbon le premier centre de santé communautaire qui est basé sur la notion de la santé globale, la santé physique et la santé mentale. Et c'est pour la première fois, ces médecins généralistes, ils reconnaissent que seul le médecin ne peut pas coordonner sur le soin. Il a besoin de personnes, des acteurs, des déterminants de la santé. Et ici, on va parler de logement, de l'emploi, de la famille, de toutes ces situations qui impactent la santé, qu'elle soit physique ou mentale. Et en fait, on adopte surtout la définition de la santé de l'OMS, qui n'est pas forcément le manque de maladie. C'est un épanouissement, c'est une recherche de bien-être complet. Voilà. Peut-être avant de poursuivre la présentation, il y a d'autres personnes qui souhaitent réagir à ce qu'on vous a présenté déjà. Oui, bonjour, je suis Valérie Pinard, la conseillère municipale déléguée au quartier Moulin-du-Comte, La Touche et Bourg-l'Évêque. Et c'est intéressant effectivement de parler de tout l'accompagnement. Et moi, je suis confrontée en fait à des personnes qui sont complètement isolées, qui sont parfois à la rue et qui en fait choquent beaucoup le public parce qu'en fait, je pense à par exemple, alors, pour ceux qui sont de Rennes, en ce moment il y a une femme qui habite en face de la Star dans un abribus. Elle a le syndrome de Diogène, donc elle a un studio en fait dans l'abribus et il n'y a vraiment aucune solution pour elle parce qu'elle ne veut pas suivre un parcours de soins. Elle est complètement isolée, elle est de
elle n'est pas du tout de Rennes. Tout le monde est choqué en fait, parce qu'on se dit qu'est-ce que fait la ville sur cette personne-là. C'est triste en fait, c'est triste, choquant, c'est même aussi scandaleux parce que parfois elle déborde aussi. Et donc il y a les deux aspects, les personnes qui sont accompagnées, comment on fait pour aider les accompagnants, et les personnes qui sont complètement isolées, pour lesquelles on n'a aucune solution, et qui troublent l'ordre public souvent. Et c'est triste et difficile. Je vais investir encore la parole, excusez-moi, mais là c'est encore la place de la coordination des territoires. Il y a des choses qui se font quand même. Excusez-moi. En fait, il y a des choses qui se font. Il y a l'équipe mobile, par exemple, de Vannes. Ce sont un exemple. La question de la médiation en santé, qui est expérimentée sur Rennes et qui est portée par l'ARS, je pense que c'est une expérimentation, mais tout le monde, je pense, il y a aussi de la place. On a de la place à créer le poste de médiateur en santé. Ce sont des gens qui vivent, qui parlent le langage du public, qui sont capables d'intégrer, de créer de la confiance. Ce sont des choses qui se construisent à long terme. Et moi, je trouve qu'on a de la place. L'ARS donne des espaces qu'aujourd'hui, on ne les investit pas complètement, mais parce que aussi, c'est une culture nouvelle de travailler avec les autres, de consacrer du temps. Il y a des freins à ça, mais les lever, c'est aussi une mission, je pense. Ce que je peux rajouter, c'est que les conseils locaux de santé mentale, c'est-à-dire que c'est finalement une collectivité qui prend la compétence qui n'est pas obligatoire sur la santé mentale, peut mettre effectivement en place vraiment des actions très coordonnées. Et hier, j'écoutais justement leur représentation nationale. Bon, c'est vrai que la crise a mis en exergue des situations très aiguës, et qu'il y a vraiment une volonté visiblement des communes, parce qu'ils ont été sollicités, la tête de réseau, on va dire, des conseils locaux en santé mentale, a été très sollicitée par les communes pour la mise en place de nouveaux conseils locaux en santé mentale. Donc on sent qu'il y a un élan des collectivités sur ce sujet-là. Donc voilà, c'est pas une compétence obligatoire, c'est une compétence facultative, mais voilà, les collectivités sont très très intéressées. Je suis Sylvie Quillan, donc je suis conseillère départementale déléguée à la santé mentale depuis quelques mois. Donc en fait ma question, je voulais revenir sur les ratios au nombre de lits. Et je voudrais savoir, on dit souvent au nombre de lits, il y a une réduction drastique en lits. Qu'en est-il exactement? Si vous pouvez me répondre à ma question. Alors je n'ai pas de chiffre en tête, mais il y a une baisse du nombre de lits depuis plusieurs années. Maintenant, on avait fait la comparaison avec les autres pays étrangers, mais j'ai plus le chiffre en tête, mais je pourrais vous le redonner. On avait regardé par rapport aux autres pays, mais qui ont, eux, plus de psychiatres de ville. Après, les soins ne sont pas organisés de la même façon, donc c'est difficile de comparer par rapport les uns aux autres. Mais c'est vrai que s'il y avait aussi une meilleure prise en charge en ville, il y avait plus de prévention, il n'y aurait pas besoin d'autant de lits d'hospitalisation. Donc aujourd'hui, il n'y en a pas assez. Clairement, il y a des besoins, mais c'est peut-être pas la bonne réponse à la question, en fait. La réponse à long terme. C'est par rapport aussi à Guillaume en fait, où on entend souvent les soignants dire il n'y a pas assez de lits, il n'y a pas assez de lits. Qu'en est-il exactement? Est-ce qu'il y a des retours à domicile, justement, qui sont préjudiciables, même si effectivement on va favoriser effectivement les séjours extra-hospitaliers, les prises en charge, les prises en soins, je ne sais pas si c'est. Alors il y a les séjours à l'hôpital psychiatrique durent extrêmement longtemps, justement parce qu'il y a aussi le problème de l'aval et du retour à domicile qu'il faut accompagner, qu'il faut que le patient regagne en autonomie. Et là-dessus, il y a aussi un manque de structure et un manque d'accompagnement qui fait que les lits d'hospitalisation sont aussi occupés par des gens qui n'auraient plus besoin d'être hospitalisés si on avait des structures d'aval qui permettaient qu'ils gagnent en autonomie et qu'ils sortent de l'hôpital. Donc c'est vrai que c'est l'organisation des soins. Il y a un vrai problème en psychiatrie, je ne vous apprends rien aujourd'hui, mais chacun des sujets le montre.
charge aussi donc, Oui. Forcément. Oui. C'est ça? Oui. Oui. Je veux bien intervenir en fait. Moi je m'appelle Saba Beyou, je suis déléguée en fait, à Monde Mutuel, mais je suis surtout infirmière en psychiatrie. D'accord? Donc voilà, donc je peux peut-être témoigner un peu du vécu quotidien qu'on a avec mes collègues. L'hôpital quand même représentant le centre de la prise en charge d'un malade en psychiatrie. D'accord? Parce que en fait, il faut savoir que beaucoup de patients qui arrivent à l'hôpital en psychiatrie, c'est parce qu'ils arrivent en placement. Ils n'ont pas conscience de leurs troubles, donc ils arrivent en placement et ça ne se fait pas dans les cliniques, ça se fait à l'hôpital. Et donc qui dit placement dit régulièrement, très très souvent, la majorité des cas, hospitalisation longue. Donc du coup, effectivement, on dit qu'il y a des lits, mais comme les lits vont être bloqués par des patients du fait des hospitalisations longues et d'un travail qui est un peu compliqué actuellement en France, de réseau, de travailler ensemble pour travailler sur le retour à domicile dans de bonnes conditions. Sachant qu'on a des patients, comme vous citiez tout à l'heure, la dame avec le syndrome de Diogène, je ne pense pas qu'elle ait que le syndrome de Diogène, cette dame-là, effectivement, mais après, elle vient à l'hôpital, d'accord, en placement, d'accord, placement élevé, mais qu'est-ce qu'on fait de cette dame-là? Qu'est-ce qu'on en fait? La grande question est là. Elle n'a plus de logement. Moi, dans mon service, on a des gens qui sont là parce qu'ils n'ont plus de logement. Plus de logement, plus du tout. Et après, il faut travailler avec les services sociaux, les assistants sociales de secteur, les psychologues de secteur, le CMP, sachant que nous, le CMP, avec cette fameuse remboursement des psychologues, déjà, les psychologues, avant ça, n'avaient déjà pas de place. On travaille en réseau, en plus, dans le secteur dans lequel je travaille, on travaille avec les psychologues privés, qui, elles, n'ont pas de place non plus, donc qui, elles, nous renvoient leurs patients, et nous, on leur renvoie les nôtres. Donc je vous assure qu'il y a beaucoup de patients qui se retrouvent sans suivi. En plus, avec les 10 séances, moi j'ai vraiment rigolé quand ça m'a fait nerveusement sourire avec ces séances de psychologues remboursés. Comment voulez-vous prendre en charge des gens s'il n'y a pas de psychologue et qu'il n'y a pas de moyen de les recueillir, d'accueillir les gens et faire des psychothérapies? Bon, ça c'est juste mon observation à moi et de la plupart de mes collègues. Sur la base des lits, alors je ne sais pas si j'ai le bon chiffre, mais j'ai écouté pas mal d'interventions lors des assises de la santé mentale. Pour 20 ans, effectivement, on serait passé de 120 000 lits à 40 000 lits, mais c'est vrai qu'il y a eu un virage depuis longtemps, depuis 20 ans, un virage vraiment ambulatoire sur l'offre publique. Alors il reste encore beaucoup de lits sur le secteur privé, qui s'est un peu spécialisé effectivement dans l'hospitalisation complète. Mais c'est vrai que l'hospitalisation complète de secteur, effectivement, a énormément réduit son nombre de lits sur ces 20 dernières années. Et c'est vrai que c'est un mouvement qui a été assez brutal, notamment sur certains territoires, et qu'aujourd'hui, il y a vraiment une demande d'ajustement, parce que c'est vrai que dans certaines situations thérapeutiques, effectivement, le manque de lits se fait vraiment ressentir. Donc voilà, donc il y aura sûrement cet ajustement entre l'ambulatoire et l'hospitalisation complète qui est aussi demandée par pas mal d'acteurs, mais qui ne doit pas forcément être de long séjour, parce que finalement l'hospitalisation complète, elle est surtout, elle est surtout à l'issue d'une arrivée aux urgences ou d'une situation de crise en tout cas. Après, pardon, excusez-moi, je vous en prie. Oui, pas de souci. Donc moi, je suis Cécile Lecordier, je suis infirmière à insertion à la santé au CEDAS de Morpapatone. Auparavant, il n'y a pas encore longtemps, je travaillais à la MDPH, à la cellule psy, et j'ai tout un parcours en tant qu'infirmière en psychiatrie, autant au CHGR que sur Toulouse et dans l'univers carcéral. Et donc, l'ensemble de ces casquettes, moi, ça m'a permis de découvrir le parcours de l'usager. Et aujourd'hui, la vague, c'est l'inclusion. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'accompagnement au long cours, comme j'ai pu connaître dans ma carrière, moi, quand je travaillais en psychiatrie. Aujourd'hui, à la place où je suis, je découvre des situations catastrophiques.
Quand tout à l'heure, vous nous parliez de la dame avec un syndrome de Diogène, moi j'ai des personnes à domicile où c'est dans un état d'insalubrité majeur, il n'y a personne, il n'y a aucun accompagnement. Quand on tente de les amener vers le soin, malheureusement, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de place. Les hospitalisations sous contrainte, c'est pas possible parce qu'il faut être en crise. Et donc la crise ne dure pas assez longtemps. Donc après, c'est retour à domicile, retour à l'envoyeur. Et on est tout seul sur le terrain. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de dispositifs, style la PTA, la Maya, des choses qui sont des dispositifs qui pourraient être intéressants. Mais le problème majeur, c'est qu'il n'y a plus personne sur le terrain. C'est un public vers qui il faut aller. On est dans le handicap invisible. C'est pas à travers des communications, téléconsultations, je ne sais quoi, qu'on peut évaluer, apprivoiser la personne pour être en état de veille, pour justement éviter que ça se dégrade sévèrement. Parce que là, les situations, j'ai un autre monsieur, syndrome de Korsakoff, ça c'est un public, c'est les oubliés pour compte. C'est à la phase, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, Korsakoff, c'est une démence alcoolique. C'est-à-dire que c'est irréversible. Donc la personne, elle ne sait pas son nom, elle erre dans les rues, elle a un logement, c'est dans le cadre de son déménagement, elle est complètement perdue, sa tour a été réhabilitée, elle va dormir sur son paillasson de son précédent logement. J'ai personne, je suis toute seule. Pour l'amener à une consultation, alors avec la crise Covid, le problème c'est qu'il faut qu'il ait un pass sanitaire qu'il n'a pas. Donc là aussi, ça a été la croix à la bannière. Donc plus on a des troubles sévères et graves, plus c'est compliqué d'accéder aux soins, puisqu'il n'y a personne qui vient vers vous. Il n'y a pas assez d'équipes mobiles, il n'y a pas assez de professionnels sur le terrain. Il faut arrêter tous les dispositifs interfaces qui nous font perdre du temps. Moi, les équipes de la PTA, c'est juste des interlocuteurs qui viennent redire et répéter et qui ne connaissent pas la situation puisqu'ils ne sont pas sur le terrain. Et du coup, après, ils prennent en charge rapidement, furtivement, mais sur le long cours, il n'y a rien. Et donc la situation, elle repart en cacahuète. C'est très compliqué aujourd'hui et en fait, il y a des délais d'attente au niveau des SAVS, au niveau des SALSA, plateforme d'appui santé. C'est l'ARS qui bientôt ça va devenir des DAC, ça va encore changer de nom. Enfin voilà, c'est très très compliqué. Il n'y a pas assez de professionnels. Les cliniques psy, alors vous parlez des cliniques psy, c'est pareil, c'est un public qu'il ne faut pas qu'il soit sévèrement atteint. Là, moi j'ai une patiente, une usagère que j'accompagne, malheureusement elle fait des passages à l'acte graves, et nada, ils n'en veulent plus. Donc du coup, je tente désespérément qu'elle ait un accompagnement via le CAGR. Mais malheureusement, comme elle n'est pas dans une crise suicidaire, alors que, voilà, moi j'ai des photos à l'appui pour montrer l'état du domicile, qui est le reflet de l'état psychique de madame, qui est dans un désarroi grave, mais grave, elle ne peut pas vivre à domicile. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est que tout le monde doit vivre à l'extérieur. Sauf que les habitats regroupés, tous ces nouveaux dispositifs, il n'y en a pas encore suffisamment. Et donc, c'est un public qui est dans l'entre-deux et qui n'a rien. Il n'y a rien. C'est ça aujourd'hui la réalité de la santé mentale. C'est ce public-là qui a accès à rien. Et c'est grave, je trouve, parce qu'on nous parle de la santé mentale, mais le spectre, il est très très large. Et c'est ceux qui sont dans l'ombre, ceux qu'on ne voit pas, ceux qui ne viennent pas. C'est un public qui n'est pas demandeur. Ceux qui ne demandent rien, c'est ceux qui sont le plus sévèrement, qui ont des troubles les plus sévères. Et c'est à nous d'aller vers eux. Et aujourd'hui, les politiques ne sont pas là-dedans. Bravo. Non, mais c'est toute l'adéquation, en fait, qui est impossible. Aujourd'hui, on a une offre, en fait, il y a un besoin énorme, et il y a une offre en termes de population médicale ou autre qui est minime. En fait, le problème, il est là. Il faut faire avec, et c'est vrai qu'il y a d'autres espaces qu'on n'a pas encore investis, parce que quand on parle des dépressions, des maladies mentales, si on va vraiment décortiquer et analyser la population atteinte, on sait par exemple que les personnes au chômage sont les personnes qui souffrent le plus de dépression, que le travail, il fait mal au niveau de la santé mentale quand on l'a, mais quand on ne l'a pas, encore pire. Et ce sont des choses aujourd'hui qui ne sont pas encore prise en charge, dans laquelle, quand quelqu'un sort, par exemple, pour une aptitude au travail ou pour une maladie par le médecin du travail, il sort, il n'est plus suivi. Cette personne, si elle restait en place, on pouvait aménager son poste, mais une fois elle est sortie du poste, on ne peut pas l'accompagner vers le retour, parce qu'il n'y a plus le médecin du travail qui est là. Il y a des métiers, il y a des espaces aussi encore vides. C'est vrai qu'on est sur un manque de moyens qui sont liés à la formation, et il faut faire avec pour le moment, et peut-être encore
donner la place aux conseillers de prévention en santé qui existent, hein, les DU qualité de vie au travail, les psychologues du travail, c'est quand même désengorger encore l'espace, parce que ces gens-là, ils ont encore accès c'est occupent du lit. Par exemple, les cliniques privées, c'est quand même des dépassements d'honoraires au niveau de la chambre. Tout le monde ne peut pas y aller quand même. C'est des gens qui ont encore on parle des inégalités sociales de santé. Pour compléter aussi, face à cette pénurie de psychiatres, de soignants, on voit aussi que on demande de plus en plus aux familles d'être compétents, d'être experts. Là, actuellement, se développe aussi tout ce qui touche à la paire-aidance. La paire-aidance, c'est-à-dire que ce sont des personnes elles-mêmes qui ont développé une expertise à travers leur parcours en tant public, qui a des troubles en psychiatrie. Et donc, c'est bien et pas bien, je dirais, parce qu'on en demande de plus en plus aux familles, de plus en plus aux personnes, voire même... Moi, j'ai expérimenté quand j'étais sur Toulouse un dispositif, ça s'appelle Un chez soi d'abord. Justement, le père aidant, je pense qu'on oubliait qu'il était avant tout, effectivement aussi un patient au début. Et ça prenait toute sa place. Il perdait son identité. On voyait même pas, parce qu'il était mis en difficulté. Hein. Il devait avoir une expertise. Il se confiait à moi, parce que moi j'étais en stage, en évaluation, en observation. Et c'est ce qu'il m'expliquait. Il me dit, des fois, mes pairs me demandent des choses sur les médicaments. Je ne suis pas psychiatre, je ne sais pas. De quel droit, moi, j'ai plus la légitimité de dire, allez, vas-y, lève-toi, bouge-toi, fais ci, fais ça. Et en fait, il était en perte d'identité dans le sens où lui qui était quelqu'un de la rue, qui avait des amis sur les marchés de Toulouse, il se faisait exclure parce qu'il ne le reconnaissait plus en tant que père. Et donc, personne dans l'équipe n'était en train de remarquer que notre collègue père aidant était lui-même en difficulté et en souffrance. Donc je trouve qu'il faut faire aussi attention à vouloir à tout prix... pour essayer de compenser, à défaut d'avoir des professionnels, de solliciter à tout va la paire-aidance et aussi faire attention parce que les familles, effectivement, on peut leur en demander beaucoup, il faut être expert. Il y a tout ce qui touche à la remédiation cognitive, ça demande beaucoup de temps, c'est pas donné à tout le monde. Et donc à l'inverse, on a des familles qui sont plus auprès des proches, et justement c'est le public que nous on accompagne, où il n'y a plus personne, vraiment plus personne. Merci pour toutes ces interventions très riches. Comme on a encore pas mal de choses à voir, je vous propose peut-être qu'on prenne la remarque du monsieur, et puis qu'après qu'on puisse reprendre la suite de la présentation, parce que de toute façon c'est parfaitement complémentaire avec les remarques qui sont en train d'être faites. Oui, Jean-François Nando, moi, délégué Harmonie Mutuelle et ancien cadre en activité dans le secteur médico-social. Et puis, je vais dire, jeune parent sur la fin de ma carrière d'un jeune homme souffrant de troubles psychiques. Et je croyais savoir. Je croyais savoir les réalités de la prise en charge et de l'hospitalisation sur le territoire. Je vais faire très bref. Par rapport à votre présentation, vous présentez le nombre de lits par territoire et par territoire. Il me semble qu'il manque un aspect sur la qualité de l'hospitalisation dans les structures de soins, qui n'apparaît pas, semble-t-il, dans votre présentation. Elle est quand même dramatique, au sens que des publics sont hospitalisés à la demande d'un tiers, à la demande des parents, à ma demande, et qu'on découvre nos adultes hospitalisés à 6, à 8, à 10 par chambre. Ce sont bien des réalités de proximité. L'autre grand dommage, me semble-t-il, qui n'apparaît pas, mais peut-être ça serait complété, c'est la disparité des dispositifs sur les aspects de ruralité. Étant en grande proximité de la métropole, on a un petit peu plus de chances d'être accompagné et soutenu par les dispositifs naissants et trop peu en nombre que sont les SAMSA et les SAVS. Mais quand vous êtes entre deux territoires, Redon et Rennes, eh bien, vous n'avez qu'une seule perspective, c'est de vous organiser pour faire en sorte d'aller chercher le logement sur la métropole, sur la ville, pour être en proximité de l'accompagnement, sinon vous n'êtes pas éligible. C'est ce constat qu'il faut pouvoir peut-être présenter en complément de nombre de lits, nombre de dispositifs, ce qu'on appelle la sectorisation. Par ailleurs, qui est disparate parce que vous êtes bien pris en charge et accompagné sur l'établissement de proximité,
Vous y créez des liens, ils sont importants dans la pérédance et dans les dispositifs pro-famille. Et puis à un moment donné, vous changez de territoire pour accéder au logement, mais vous perdez aussi la qualité du suivi de l'accompagnement, en tant que parent. Merci pour toutes ces remarques. C'est vrai qu'on n'a pas tout exploré. On s'est rendu compte en commençant en mettant le doigt dans cet observatoire qu'il y avait tout un champ de choses hyper intéressantes. Santé au travail, on n'a pas regardé. La qualité de la prise en charge. Mais c'est vrai qu'on a du mal à avoir en fait des données quantitatives, même sur la qualité des soins, mais en tout cas avec des indicateurs qui permettent de comparer, de hiérarchiser, d'avoir une vue nationale, puisque nous, l'objectif, c'est que cet observatoire soit à portée nationale. Donc c'est vrai qu'il y a des données qui existent sur certaines régions, sur des délais d'accès qui sont très intéressantes, mais on n'avait pas la donnée au niveau national. Donc on n'a retenu que des indicateurs, et je comprends bien que ça peut être un peu déceptif, mais on a fait comme on a pu. Voilà. Merci en tout cas pour toutes ces interventions, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Je vais juste vous faire part, et ça rejoint un peu ce qui a été dit, mais dans une moindre mesure quand même, sur des situations dramatiques qui ont été évoquées. Mais une majorité de Français, en tout cas parmi les 2000 qui ont été interrogés, considèrent que les maladies mentales sont difficiles à diagnostiquer, que ce soit les Français et les professionnels de santé de la santé mentale, et que ces maladies-là restent un sujet tabou. Pour donc près de 50% des 18-24 ans, ce sont des sujets qui sont difficiles à aborder, y compris pour les médecins généralistes et les spécialistes en santé mentale que sont, là on a regroupé les psychiatres et les psychologues. Il y en a quand même 42% qui considèrent que c'est encore difficile à aborder en France. 64% des personnes qui ont été interrogées par Harris Interactive déclarent avoir déjà ressenti un trouble ou une souffrance psychique dans leur vie, et près d'une sur deux avoir une personne concernée dans leur entourage proche. Donc c'est vraiment, alors là c'est pas des situations aussi dramatiques que celles que vous évoquez, mais ne serait-ce que des troubles légers, voilà, ça concerne un grand nombre de personnes. On en a questionné aussi les Français sur finalement la prise en charge de la santé mentale, vers qui les gens se tournaient, ou vers qui ils se tourneraient pour ceux qui n'étaient pas confrontés. Et donc 88% des Français font confiance aux médecins généralistes, et il est perçu comme le plus à même à dispenser une information fiable, et 55% des Français se tourneraient vers lui en priorité. Les jeunes se démarquent dans cette enquête avec une plus grande distance vis-à-vis du médecin généraliste et des psychologues que le reste de la population. Et les médecins généralistes déclarent pour 6 sur 10 d'entre eux prendre en charge eux-mêmes les patients et en assurer le suivi. Donc ils sont eux aussi fortement mobilisés et dans certains cas démunis pour prendre en charge ce type de troubles. Donc je vais passer la parole. Donc là il y a une diapo qui récapitule les chiffres clés, mais je vous les ai presque tous présentés. Je vais passer la parole à Fabienne pour qu'elle vous présente la contribution, donc les propositions qu'on a formulées. On retrouve un certain nombre de choses qui ont été évoquées par les interventions. Je te laisse la parole, Fabienne. Merci Delphine. Comme tu l'évoquais, comme l'évoquait Fabienne Collat, la mutualité a souhaité contribuer au débat public en faveur de la santé mentale. Donc elle a formulé une dizaine de propositions que effectivement on a construit aussi en déclinaison à partir des axes que nous avions effectivement aussi positionnés dans la contribution que nous avions fait dans le cadre du Ségur de la santé. Et puis effectivement, au regard de nos métiers, que sont la prévention, le financement, le reste à charge et l'organisation de l'offre. Alors ces propositions sont le fruit de travaux qu'on a engagés à la Fédération depuis fin 2020. Et puis ils sont aussi, on a organisé
toute l'année là, un cycle de lab place de la santé qui sont comme des workshops, des cercles de réflexion qui nous ont permis aussi d'aborder la santé mentale par différentes thématiques. On le voit bien, ce matin on est un peu limité parce que la santé mentale c'est très vaste. Et donc on a fait appel à des experts, mais aussi des témoins mutualistes pour se forger une opinion, un point de vue, un positionnement. On a aussi, effectivement, comme l'a présenté Delphine, on a pris appui sur l'observatoire et sur l'enquête que l'on a diligentée. Et puis aussi, il y a eu une actualité assez dense en termes de rapports. De nombreux rapports sont sortis sur la santé mentale. Alors, il y a eu le rapport du CESE, donc du Conseil économique et social et environnemental, qui a fait un rapport sur l'offre en santé mentale. Il y a eu un rapport sur d'IGA sur les CMP. Il y a eu aussi un rapport de la Cour des comptes sur aussi la prise en charge en santé mentale. Il y a eu des think tanks aussi qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet-là, et on peut citer l'Institut Montaigne qui a investigué pas mal le sujet. Donc voilà, on s'est nourri aussi de tous ces éléments pour construire aussi le positionnement, au regard évidemment de nos valeurs, pour construire cette proposition. Alors les assises étaient annoncées pour juin et finalement elles se sont tenues au mois de septembre. Donc nos propositions et l'observatoire sont sortis au mois de juin. On n'a pas voulu retarder pour autant leur parution. Donc voilà, donc les 4 grands axes sans surprise, effectivement, sur développer une culture en santé mentale. Vous l'avez évoqué dans votre introduction, Madame la Présidente. Effectivement, l'enjeu fondamental est de détecter, de prévenir à travers les premiers signaux des troubles psychiques pour éviter qu'ils s'installent et que la maladie devienne chronique. Donc c'est vraiment un enjeu essentiel dans la prise en charge, en tout cas dans la culture de la santé mentale. Alors, la première proposition, c'est développer des actions de sensibilisation et de communication à destination du grand public, et notamment auprès des jeunes. On a vu effectivement qu'ils sont... C'est une période de la jeunesse, l'enfance, c'est une période effectivement déterminante. On voit que les grandes pathologies, en tout cas les troubles psychiques, émergent, en tout cas sur cette période, on va dire, de 15-25 ans. Donc c'est vraiment une période très déterminante. Et vous l'avez évoqué, il y a encore tout un travail de déstigmatisation des troubles mentaux. Et hier, je participais à un cercle des économistes de la santé qui traitaient de la santé mentale, et il y avait une intervention de la CNAM, donc la Caisse nationale d'assurance maladie, qui a mené une expérimentation justement sur des consultations de psychologues. Et même la Caisse disait nous n'avions pas abordé ce sujet-là parce que nous n'étions pas à l'aise avec ce sujet-là. Donc même, vous voyez, dans ces instances, dans ces cercles, alors que la santé mentale est le premier poste de dépense, de pas avoir une difficulté à l'aborder. Donc, il y a vraiment quand même, on n'est pas du tout à l'aise avec ce sujet-là. Les choses changent, mais effectivement, on vit aussi encore dans une honte, un déni face finalement à ces symptômes, et puis finalement, ce qui engendre souvent des prises de retard dans la prise en charge. Alors, hier, Franck Bellivier, qui était le délégué interministériel, à la santé mentale, annonçait effectivement une campagne, ils allaient lancer des campagnes, mais nous, on a fait, dans notre contribution, on a vraiment insisté sur effectivement des actions de sensibilisation et de communication, effectivement, à destination du grand public. C'était pour nous essentiel. Et puis, on a aussi indiqué aider les populations à identifier des signes de mal-être. C'est vrai qu'on a pas mal parlé récemment d'une formation qui s'appelle Formation Premier Secours en santé mentale, qu'on aimerait effectivement mettre aussi
en avant, mais qui est un exemple aussi pour que finalement tout à chacun on puisse aussi repérer dans notre entourage des gens, comme vous le disiez dans votre introduction, Madame la Présidente, voilà, dans un retour de bonjour, peut-être capter quelque chose qui ne va pas, et comment on peut amener effectivement la personne à en parler, comment on peut l'amener aussi à s'approcher du soin, voilà, d'en parler à son médecin. Voilà, donc c'est pas être soignant, mais en tout cas de pouvoir avoir cette écoute et puis d'amener progressivement la personne vers le soin, parce que voilà, ça nous a aussi paru intéressant. Et puis expliquer le rôle et la qualification des différents intervenants autour des problématiques de santé mentale. On l'a vu dans l'enquête, c'est complexe, on ne sait pas comment finalement rentrer dans le soin. Le psychologue, le psychiatre, le psychothérapeute, le psychanalyste, c'est vraiment, on dit je vais voir quelqu'un, mais derrière quelqu'un, c'est quand même assez compliqué. Qui consulter, à qui en parler, voilà, on voulait effectivement qu'en tout cas toute cette offre aussi de soins et d'accompagnement soit clarifiée pour la population. Dans notre deuxième proposition, on insiste sur le dépistage précoce des troubles psychiques, évidemment dans le parcours de soins des enfants et des adolescents. Là, j'ai expliqué effectivement la période déterminante de l'enfance et de l'adolescence pour certains types de troubles. Nous, en tout cas, la mutualité a souhaité déjà mettre l'accent sur, finalement, aujourd'hui, des missions qui existent déjà et qui ont peut-être besoin d'être renforcées, peut-être mieux formées, de ne pas empiler, comme vous le disiez tout à l'heure, tout un tas de dispositifs et puis finalement, il n'y a personne qui est au front. Et donc, voilà, il existe des PMI, de la médecine scolaire et universitaire, de la médecine du travail, voilà, qui sont vraiment des médecines de prévention et qui sont voilà, au contact avec la population, qui sont repérées, qui sont assez clairement repérées justement par la population, et que nous semblerait en tout cas de renforcer dans cette dimension, en tout cas, santé mentale. En troisième proposition, renforcer les compétences psychosociales en développant des programmes de prévention. Vous en êtes aussi dans cette union régionale de la mutualité française aussi d'illustration. On a tous une santé mentale, donc favoriser aussi des programmes de formation, tout simplement des fois de gérer son stress. Ça peut être aussi des formations dans le cadre de l'entreprise, à tout âge de la vie, quand on devient parent, quand effectivement on est un professionnel aussi, on a besoin d'être peut-être parfois accompagné dans certaines situations difficiles. Et puis les aidants, mieux les aider à peut-être mieux comprendre la maladie de leurs proches, c'est ce que fait aussi l'UNAFAM, mais effectivement de mieux les intégrer dans les parcours et puis dans la prise en charge aussi de leurs proches. Souvent ils sont écartés ou alors ils sont très sollicités, donc trouver effectivement leur juste place dans l'accompagnement de leurs proches. En tout cas, voilà, ça nous a effectivement, voilà, pour illustrer en tout cas cet axe autour de la prévention au sens très large. Sur l'axe 2, faciliter l'accès aux soins, donc il nous est apparu effectivement, on voit, en tout cas, c'est vrai que les assises de la santé mentale, il n'y avait pas eu ce type d'événement depuis, enfin je ne sais pas si ça existait d'ailleurs, donc c'était quand même important, c'est là où finalement le gouvernement et les pouvoirs publics ont pris la mesure de l'enjeu de la santé mentale, qui jusqu'à présent était quand même une espèce d'angle mort ou pas assez intégré finalement à notre système de santé, donc avec une offre insuffisante comme on l'a vu, peu lisible, avec aussi de fortes disparités territoriales. Le secteur public reste quand même une base structurelle de l'offre. Donc nous, on a effectivement insisté sur finalement faciliter, et ça c'est aussi en cohérence avec les propositions que nous avons faites dans le cadre du Ségur, sur finalement renforcer l'offre de premier recours.
Et là, c'est aussi, on a mis en avant de faciliter l'accès aux soins en organisant mieux la prise en charge, en intégrant les psychologues dans le parcours. Et pour cela, dans le parcours de premier recours déjà, c'est déjà d'avoir peut-être des nouveaux métiers pour étoffer cette offre de premier recours. C'est vrai on a repéré effectivement de nouveau des nouvelles promotions d'infirmiers en pratique avancée, effectivement avec la mention psychiatrie et santé mentale, puisque l'infirmier en psychiatrie n'existait plus en tant que tel. Donc on revient sur finalement des métiers, voilà, des spécialisations. Et puis, comme on l'a évoqué aussi, trouver de la place pour des pères aidants, mais j'ai bien noté votre prudence et elle est aussi soulignée par les différentes fédérations aussi sur le secteur. Les pères aidants ne sont pas, c'est pas du soin, c'est un accompagnement. Effectivement, je pense que il y a une vigilance à avoir effectivement sur la péridance. Donc, je l'ai en tout cas constaté aussi dans les échanges dans le cadre des assises de la santé mentale, sur l'intérêt, mais aussi sur effectivement la vigilance à ne pas effectivement investir sur ces personnes qui sont aussi des personnes en souffrance, mais qui ont effectivement qui sont dans une phase aussi de rétablissement. Donc tout ça reste fragile. Et j'ai bien compris en tout cas votre propos. Et puis aussi des patients experts effectivement qui sont dans une phase de rétablissement et qui peuvent aussi être dans une notion d'accompagnement d'autres patients ou accompagner aussi des organisations de professionnels. Ensuite, on a voulu aussi, toujours dans la logique, comme je l'exprimais, dans la logique du Ségur, on s'aperçoit que, comme vous le disiez tout à l'heure, les CMP, il faut 6 mois d'attente, mais ça n'a aucun sens. Donc on s'est dit comment faire pour accéder aux soins dans un délai raisonnable quand on ne va pas bien. Et on a pensé finalement à l'approche, à la gradation des soins et peut-être une meilleure coordination en fonction de la sévérité des troubles du patient et puis en tenant compte effectivement de l'offre du territoire. C'est vrai dans la perception, en tout cas dans l'enquête, on voit bien que le médecin généraliste est pivot. Et en tout cas, c'est la première personne qu'on va voir. Le psychologue, dans première intention, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que le médecin généraliste est une bonne porte d'entrée. D'ailleurs, concrètement, c'est quand même dans les pourcentages, en tout cas, dans 70% des cas de troubles psychiques, c'est le médecin qui est le premier contact. Donc pour nous, on l'a remis comme une personne effectivement, en tout cas pivot de l'entrée finalement dans le soin, qui reste quand même très compliqué. Et seulement le médecin généraliste ne peut pas non plus tout faire, il souffre aussi d'un certain isolement, en tout cas vis-à-vis d'une offre de second recours, notamment en santé mentale, c'est pas évident. Et donc, c'est de pouvoir, en tout cas, de l'équiper, de l'entourer, en tout cas, là, on faisait une proposition idéale, effectivement, qui peut être effectivement associée à un infirmier en pratique avancée, et puis aussi développer un réseau de psychologues. Alors, j'ai entendu hier, toujours dans le cercle des économistes de la santé, il y avait l'intervention de la CNAM qui relatait l'expérimentation qu'ils ont menée depuis maintenant 3 ans sur 4 départements, sur effectivement des médecins généralistes qui prescrivent des consultations de psychologues. Il y a quand même beaucoup de points positifs, notamment beaucoup de personnes qui ne seraient jamais allées voir un psychologue si le médecin généraliste ne l'avait pas finalement prescrit ou orienté. Donc, on sentait et il y a aussi finalement dans ce contact entre le psychologue et voire le psychiatre dans certains cas, aussi vraiment un enrichissement mutuel des pratiques. Donc effectivement, ça nous a paru effectivement intéressant, en tout cas,
de mettre le médecin généraliste au premier niveau. Dans le second niveau, évidemment, dans les cas trop plus sévères, effectivement, un partage de compétences entre le psychiatre et qui peut être effectivement soutenu par un infirmier, qui va peut-être assurer effectivement un suivi continu du patient, parce qu'effectivement, on n'invente pas des psychiatres qui n'existent pas, donc il faut faire avec le nombre de psychiatres qu'on a aujourd'hui, et peut-être aussi des délégations de certains, de l'aspect suivi, en tout cas, du patient, dans sa prise de médicaments, dans le suivi qu'il va avec son psychologue, etc. Donc voilà comment il peut être accompagné dans son établissement. Et puis le troisième niveau, qui est une prise en charge hospitalière et médico-sociale. Et là, on est dans des troubles beaucoup plus sévères. Certaines aussi peuvent induire un handicap psychique. Et puis, mais là aussi, on a fait le constat d'une séparation trop grande entre finalement une offre hospitalière et puis un aval médico-social qui n'est pas encore assez soutenu, pas renforcé. Bon, c'est sûrement dû aussi à des modes de financement, des cultures différentes, mais voilà, qu'on avait envie en tout cas de mettre en avant. Et puis tout ça dans un contexte aujourd'hui de mise en place des projets territoriaux de santé mentale, où on espère effectivement une vraie cartographie des acteurs, de pouvoir des cercles de réflexion, d'évaluer où sont les manques, en tout cas pour mieux accompagner les personnes. Toujours dans l'offre et l'organisation, sur la slide suivante, on a souhaité encourager le développement des résidences accueil. Vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est quelquefois des séjours très longs. Et plus le séjour est long, plus, on va dire, la sortie est dure. Donc, on a souhaité effectivement mettre en avant ces dispositifs de logement. Alors, vous avez été en Bretagne, en tout cas la première région, et c'est la Mutualité française Côte d'Armor qui avait mis en place, qui existe toujours bien entendu, c'est la résidence Adozen, donc dès 2007, donc même avant que le dispositif existe en droit commun, et qui permet finalement d'avoir une autonomie, évidemment, et puis, mais aussi de bénéficier d'un accueil, d'un accompagnement social et sanitaire si nécessaire. Ensuite, vous l'évoquiez aussi tout à l'heure sur effectivement des personnes qui sont sur la voie publique, qui sont effectivement très touchées par des troubles psychiques. Donc on a voulu aussi marquer, en tout cas souligner la nécessité d'accompagnement et de prendre en charge des personnes en situation de grande précarité sociale, et puis de fait de développer des équipes mobiles, le Aller Vers, et former aussi des professionnels au sens très large, aussi bien des travailleurs sociaux que des personnes qui travaillent chez les bailleurs sociaux, à une approche psychoéducative pour détecter, repérer des personnes qui ne vont pas bien et pas attendre des situations de crise, et effectivement aussi développer un bilan psychiatrique des demandeurs d'asile et des personnes détenues en milieu carcéral. Voilà, on a voulu mettre l'accent sur ces populations spécifiques. Le troisième axe sur améliorer l'accès financier aux soins. Effectivement, comme le disait Delphine tout à l'heure, un des freins à l'accès aux soins pour permettre le recours à la santé mentale, on l'a vu, c'est le reste à charge. Donc effectivement, on a mis dans nos propositions, et c'est vraiment, et Delphine en fera un point d'actualité, on avait demandé d'étudier avec les pouvoirs publics, en tout cas, des modalités de prise en charge de consultation psychologue, au-delà effectivement de l'expérimentation que j'ai citée dans les 4 départements et qui est menée par la CNAM, auprès des généralistes et des psychologues de 4 départements. Voilà, donc là c'est en cours.
C'est vrai que peut-être Delphine on parlera, mais bon, la concertation a été un peu courte sur ce sujet-là, donc à nous de prendre le train là, pour effectivement voir toutes les modalités de prise en charge entre l'assurance maladie et les complémentaires. Ensuite, nous avions aussi, et vous le disiez tout à l'heure, notamment par rapport au secteur privé, notamment pour les séjours longs, donc le coût que ça peut représenter aussi pour les personnes et les familles, de plafonner les tarifs des chambres particulières et effectivement de reprendre des discussions sur la forfaitisation du reste à charge à l'hôpital, effectivement pour limiter le reste à charge pour les hospitalisations de longue durée. Et puis, alors plus largement, orienter les dépenses d'assurance maladie vers la transformation des modalités de prise en charge. C'est vrai qu'il y a en ce moment d'aller effectivement vers plus de prévention, de coordination, mais aussi peut-être d'avoir aussi des points de vigilance. Il y a actuellement une réforme importante du financement de la psychiatrie qui se met progressivement en place là, dans les 4 années qui viennent. Elle se met en place à partir de janvier. Les dotations vont évoluer, ça sera des dotations populationnelles pour bien ajuster effectivement les budgets à la population d'un territoire, mais on introduit des nouveaux indicateurs et nous souhaitons en tout cas d'avoir des points de vigilance sur des indicateurs de qualité, notamment la qualité de la sortie d'hospitalisation, le parcours, la prise en charge somatique, parce que les personnes qui ont des troubles psychiques ont aussi souvent des problèmes somatiques, donc de ne pas oublier cette prise en charge. Voilà, donc en tout cas d'avoir ces points de vigilance dans cette réforme, notamment, c'est un exemple, cette réforme, mais en tout cas de pouvoir mieux accompagner en termes qualitatifs la transformation des différents modes de prise en charge. Voilà les 10 propositions. Alors, en point d'actualité, Delphine et moi, on vous a mis quelques éléments. Alors, sur les assises, il y a eu beaucoup de communiqués de la mutualité autour de la prise en charge des psychologues. On a aussi participé à des communiqués de presse avec l'UNIOPS. Évidemment, on s'est réjoui de l'existence de ces assises. Il y a quand même eu, voilà, c'était effectivement une première, l'expression, le témoignage de nombreux acteurs et de personnes concernées. Vraiment, c'était vraiment très très riche. Et puis, on a salué aussi les annonces qui ont été faites, notamment certaines qui étaient attendues, le renforcement des CMP. Il y a 800 postes qui vont être budgétés pour les CMP, mais bon, c'est vrai que quand on ramène ça au nombre de CMP en France, ça ne fait pas tant que ça. Le soutien aux groupes d'entraide mutuelle, aux équipes mobiles, et puis effectivement la facilitation à l'accès aux psychologues, voilà, qui était effectivement une grande attente, et nous avions pris les devants, donc on s'était positionné en précurseur. Voilà. Dans ce communiqué de presse, on avait effectivement deux points, deux points un peu de vigilance. On ne comprend pas pourquoi il y a un délégué ministériel et pas interministériel. On pense qu'effectivement la santé mentale doit largement dépasser le cadre du ministère de la Santé. Ça touche beaucoup de sujets, c'est un sujet de société, donc doit effectivement avoir une dimension de la vie des personnes. C'est le logement, c'est l'accompagnement social, c'est l'insertion professionnelle, c'est les loisirs, la culture. Donc voilà, il y avait vraiment toute cette dimension. Et puis on trouve que finalement il y a un travail de capitalisation qui n'a pas été fait autour des projets territoriaux de santé mentale qui sont en train de se mettre en place. Et on aurait souhaité qu'il y ait vraiment une vraie journée. Il y a 8 journées qui étaient programmées sur
sur ce sujet-là en 2020. Ça a été reporté plusieurs fois et on trouve qu'effectivement, si les projets territoriaux de santé mentale sont vraiment intéressants et indispensables pour garantir une meilleure coordination et le décloisonnement des acteurs, on aurait souhaité qu'il y ait un peu plus de partage. Il y a un outil qui est à disposition, mais voilà, il n'a pas été assez cité comme tel dans ces assises. Voilà, je passe la parole à Delphine qui va vous parler effectivement du bilan, en tout cas de ce que les mutuelles ont fait cette année sur les cas de consultation de psychologues. Et Delphine, je me permets juste de faire le gardien du temps, parce que je vois l'heure qui coule et ce serait bien qu'on garde un peu de temps pour avoir je vais aller très vite. Je ne vais même pas vous faire le bilan des mesures, mais plutôt vous parler de l'avenir. En tout cas, il nous semble que les assises et les mesures qui en sont issues sont quand même le signe de la prise de conscience par les pouvoirs publics de la nécessité d'investir le champ de la santé mentale parce que laissé pour compte pendant tellement d'années. Donc il y a beaucoup de travail, ça va prendre des années, mais néanmoins, il y a encore des situations très compliquées comme les témoignages l'ont évoqué tout à l'heure, mais il nous semble qu'il y a une impulsion qui est tout à fait intéressante et à saluer, vaut mieux tard que jamais, comme on dit, même si là c'est très tard. Et donc on est plutôt satisfait que l'accès aux psychologues soit rendu plus facile à partir de 2022 en étant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et par les complémentaires santé, puisqu'il y aura un ticket modérateur à ces consultations. Ce seront donc 8 consultations qui seront prises en charge intégralement, donc il n'y aura aucun reste à charge pour les patients à partir du moment où ils seront adressés par un médecin. Simplement, ce sera sur la base du volontariat, donc ce n'est pas tous les psychologues qui automatiquement seront accessibles par cette voie-là. Il faudra qu'ils se portent volontaires auprès de leur CEPAM et donc qu'ils aient un certain nombre de titres, parce qu'il y a quand même une question autour de ces professionnels de santé-là sur la formation, la reconnaissance du titre. Et donc c'est vrai que pour l'assurance maladie, c'est un peu compliqué de rembourser des gens qui ne sont pas forcément des professionnels de santé conventionnés avec des obligations, qui n'ont pas de code de déontologie. Donc c'est quand même un premier pas intéressant, mais il y a encore du travail, ne serait-ce que pour structurer cette profession et s'assurer de la qualité de la prise en charge par ces professionnels-là. Donc ce seront 8 consultations qui seront offertes à partir pour tous les patients âgés de plus de 3 ans. Donc pour les enfants, c'est là aussi un pas assez intéressant qu'il faut souligner, avec une possibilité donc d'être renouvelé l'année suivante. Donc 8, c'est probablement pas suffisant pour un certain nombre de patients, mais c'est mieux que rien. Les mutuelles continueront dans leur garantie, dans certains contrats, de pouvoir compléter cette prise en charge par des forfaits quand elles existent. Aujourd'hui, il y a de nombreuses mutuelles qui proposent dans leur garantie des forfaits pour les remboursements de psychologues. Et puis, tout ça a quand même un coût, même si c'est probablement pas suffisant pour résoudre le sujet de la santé mentale, mais pour l'assurance maladie obligatoire, l'an prochain, ce sera 50 millions d'euros qui seront consacrés à cette mesure, et les complémentaires santé, elles, prendront en charge 30 millions d'euros pour le remboursement de ces soins, avec des taux de recours qui ont été évalués. J'ai plus les chiffres en tête, mais je pourrais vous les communiquer. Voilà. Ce qu'on voulait vous dire, je suppose qu'il n'y a plus de questions, et je vais passer tout de suite la parole à la présentation des actions de la Mutualité française en Bretagne. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Donc, je m'appelle Perrine Le Bouffant, je suis chargée de prévention à la Mutualité française Bretagne, et je suis basée plus spécialement sur Rennes, mais je travaille dans une grande partie de la Bretagne.
Donc, je vais vous présenter ce que la Mutualité française Bretagne fait en matière de prévention sur la thématique de la santé mentale. Donc, la Mutualité française Bretagne, ça fait un moment qu'on travaille sur cette thématique et notamment sur la prévention du suicide, car la Bretagne est la région de France où on suicide le plus. En novembre 2002, vous voyez, ça fait déjà presque 20 ans, la DRAS de l'époque, donc actuellement l'Agence régionale de santé, avait demandé à la mutualité de coordonner une recherche multidisciplinaire pour essayer de comprendre pourquoi en Bretagne on se suicidait plus qu'ailleurs. Et pour cette recherche ont été constitués des petits réseaux, des petits collectifs qui ont rassemblé des acteurs de différents territoires, des professionnels, des élus et des bénévoles, donc à l'échelle de territoires, de communautés de communes ou de pays par exemple, avec des chercheurs et qui ont réfléchi ensemble pour essayer de dégager différents facteurs de cette sursuicidité. Suite à ces petits groupes de travail qui s'étaient réunis, alors l'enquête s'est terminée, mais ces groupes de travail ont souhaité perdurer et ça a donné naissance à des collectifs territoriaux de prévention du suicide, avec le postulat de départ que chacun à sa place, de bénévole, de professionnel ou d'élu, peut être acteur en prévention du suicide. Alors concrètement, actuellement nous animons 5 collectifs de prévention du suicide en Bretagne. Vous en avez un sur le pays de Cornouailles, dans le Finistère, 2 dans le Morbihan, un sur le secteur Pontivy-Loudéac, l'autre sur le pays de Pleuhermel. Et vous en avez également 2 dans les Côtes d'Armor, un qui se situe sur Dinan Agglomération et l'autre sur le pays de Saint-Brieuc. Donc ces collectifs qui rassemblent des professionnels, des élus et des bénévoles ont différents objectifs. L'idée, c'est de faire du réseau en créant et en renforçant les liens entre les acteurs des territoires pour améliorer l'orientation et la prise en charge des personnes en souffrance. Le deuxième, c'est de travailler autour de l'acculturation sur cette thématique pour qu'ils développent une connaissance partagée pour améliorer la prévention, qu'ils parlent des mêmes choses, qu'ils entendent les mêmes choses quand on parle de prévention du suicide. Ensuite, l'objectif, c'est de repérer les besoins et d'améliorer les réponses existantes pour apporter de nouvelles formes de réponses. Donc là, l'idée, c'est d'être vraiment au plus proche du territoire et de s'adapter vraiment aux réalités du terrain. Et puis, sensibiliser le grand public et les acteurs locaux à ces problématiques et leur permettre d'identifier les ressources présentes sur leur territoire. L'objectif, c'est aussi de lever le tabou pour ouvrir un espace de parole, pour pouvoir parler de prévention, de parler du suicide et de souffrance psychique. On va vous passer un petit film qu'on a réalisé l'année dernière. On était confinés, on réfléchissait à comment on pouvait parler de tout ça. La vie a quelque chose de magique. C'est une énergie. Vraiment la philosophie des collectifs de prévention du suicide de la mutualité, cette idée que la prévention du suicide, c'est agir vraiment très très en amont dans le développement des compétences psychosociales, jusqu'à la postvention et l'accompagnement des proches endeuillés par suicide. Et cette idée aussi que chacun à sa place a un rôle à jouer. Alors, au travers de nos collectifs, on organise différentes actions. Des soirées, par exemple, ou des après-midi, selon la thématique, de sensibilisation du grand public, pour lever le tabou, comme je vous le disais. Des colloques ou des tables rondes de sensibilisation des professionnels, des élus et des bénévoles. Des formations au repérage de la crise suicidaire, la création d'outils pour communiquer sur les ressources locales, pour aider, vulgariser. Et tout ça, on le fait vraiment en lien avec les territoires. C'est-à-dire qu'on y réfléchit avec les membres du collectif pour essayer vraiment de répondre aux besoins du territoire. Ici, vous avez un exemple de certains outils qu'on a créés. Par exemple, vous avez tout à fait à droite une plaquette sur l'annonce d'un décès brutal suite à une assistante sociale en gendarmerie qui faisait partie du collectif et qui nous a parlé de la difficulté qu'ont les gendarmes, mais du coup un élu, membre du collectif, a rebondi aussi pour les élus quand ils ont l'annonce d'un décès à faire à des proches en matière de suicide, mais aussi en matière d'accident par exemple.
ça les met particulièrement en difficulté et ils ne savent pas s'ils agissent bien, ils restent avec ça longtemps. Des années après, ils ont encore en tête ce moment qui les a beaucoup touchés. Et on a organisé des soirées et réalisé une plaquette pour les aider juste avant l'annonce à structurer un peu ce qu'ils allaient dire et se faire une petite checklist des choses à faire et à ne pas faire. On crée aussi donc, des outils plutôt pour le grand public, comme la plaquette verte que vous avez là, pour parler des idées reçues, par exemple autour de la prévention, autour du suicide, et donner les numéros des structures ressources du territoire. Et puis tout en bas, vous avez le début d'un programme d'une journée pour les professionnels qu'on avait organisé, où là on parlait des personnes âgées et du suicide. C'était aussi en lien avec les besoins de ce territoire, c'était sur Dinan. Alors, on est aussi présent sur le web et en 2020, mais avant la crise sanitaire, on a développé une série de 4 vidéos animées qui permettent d'expliquer ce qu'est l'anxiété, la dépression, la santé mentale ou le sommeil. Alors, on manque un peu de temps, donc on va peut-être pas forcément s'attarder là-dessus, mais si vous souhaitez voir à quoi ressemblent ces vidéos, vous pouvez sur le moteur de recherche taper « Bien dans ma tête », c'est le nom de ce programme. Vous pouvez taper « Bien dans ma tête, Mutualité Française Bretagne » et vous allez tomber sur ces différentes vidéos qui sont visibles sur Dailymotion. Avec ces vidéos, il y a eu aussi la création de 5 podcasts qui étaient sur différentes thématiques, mais toujours autour de la santé mentale et de la souffrance psychique. Il y en a une qui avait pour thème s'appuyer sur ses ressources pour surmonter les changements. L'autre, histoire positive et exemple d'intégration avec la paire et danse. Idées reçues et fausses idées véhiculées autour de la santé mentale. Les méthodes non médicamenteuses pour prendre soin de sa santé mentale. Et proche en crise, comment on peut aider et repérer un proche en souffrance psychique. Chaque épisode dure 20 à 30 minutes. Et donc vous en avez 5 que vous pouvez retrouver alors via le lien, je pense qu'on pourra vous transmettre ce diaporama, mais aussi sur le site de la Mutualité Française Bretagne, en allant fouiller un petit peu, vous allez retrouver ces différents podcasts. Le confinement nous a aussi permis de réfléchir à comment on pouvait travailler différemment sur cette thématique-là. Et on a créé un portail internet qui s'appelle Ensemble Veillons et qui est vraiment à destination des professionnels, élus et bénévoles un peu sensibilisés à ce sujet-là. L'objectif, c'était de continuer à les sensibiliser, de leur faire comprendre que la prévention de la souffrance psychique, ça va de la promotion de la santé jusqu'à la postvention tout au bout de la chaîne. Les informer sur le fait que tout le monde a à sa place un rôle à jouer, et puis leur montrer qu'il est important de travailler en réseau et en partenariat. C'est un portail internet, un site internet que vous ne trouverez pas en tapant le nom sur Google. Il n'est pas référencé sur le moteur de recherche parce qu'on veut vraiment que ça reste à destination seulement des professionnels élus et bénévoles, mais des professionnels élus et bénévoles sensibilisés à cette thématique-là. Parce que c'est quelque chose d'assez complexe et ça peut être difficile c'est du contenu qui peut être parfois difficile à visionner ou à lire si on a été soi-même touché par cette thématique-là. C'est pour ça que, en fait, si vous voulez y accéder, il faut qu'on vous transmette l'adresse du site. Et il y a un mot de passe à rentrer pour que vous puissiez ensuite avoir accès et vous balader sur le site. Voilà à quoi ça ressemble quand on entre. Alors vous avez le début de la page d'accueil. Il est séparé en différentes parties. Il y a une partie qui s'intitule « Je veille », une partie qui s'intitule « J'agis », une autre qui s'intitule « Je prends soin de moi », parce qu'il est important aussi quand on veille et quand on agit sur cette thématique-là de faire attention à soi. Et puis la partie « Actualité », où on essaie de recenser les différents événements qui arrivent en Bretagne autour de cette thématique. Parmi les différents contenus qu'on peut y retrouver, il y a des interviews d'experts, comme par exemple, ici vous avez l'image de Mélanie Coquelin, qui est psychologue à la fondation Bon Sauveur, à Bégard, et qui nous parlait de ce que ça voulait dire qu'être sentinelle en prévention du suicide.
Donc des courtes interviews de 5-7 minutes. Vous avez aussi des vidéos, alors la vidéo animée que vous avez vue tout à l'heure, mais aussi des vidéos plus classiques sur différentes thématiques dans cet univers-là. Il y a des infographies, le lien vers d'autres sites ou vers d'autres outils. Et puis, à terme, on aimerait bien pouvoir y mettre des quiz, par exemple, sur les idées reçues, pour que l'outil soit un peu plus ludique. La mutualité française Bretagne développe aussi des actions pour les adhérents des mutuelles. On développe une action qui s'appelle Prendre soin de soi, qui se déroule en 5 ateliers à destination des seniors pour apprendre à prendre soin de soi par différentes manières. Il y a de la sophrologie, il y a de la socio-esthétique, des choses comme ça. Une autre action qui s'intitule « Je suis restée chez moi » et qui a été créée suite au confinement, puisque le confinement a été pour beaucoup difficile à vivre et a pu laisser des traces. Et l'idée de la mutualité était de créer un théâtre-débat pour pouvoir en parler et dire comment on a vécu cette période. Il y a également une action qu'on a créée en direction plutôt des étudiants, qui est une webconférence sur la gestion des émotions et qu'on a intitulée « Keep Calm and Brief ».